Il y a 5 ans, ma vie a pris un tournant inattendu lorsque j'ai rencontré Pierre. C'était un mardi matin comme les autres à Technovation, l'entreprise de technologie où je travaillais en tant que développeuse senior. Le soleil parisien filtrait à travers les grandes baies vitrées de notre open space, illuminant les rangées d'ordinateurs et les visages concentrés de mes collègues. Ce jour-là, notre chef d'équipe, François, nous a présenté un nouveau venu, voici Pierre, notre nouvel analyste junior. Il vient de terminer son master en informatique et rejoint notre équipe pour travailler sur le projet Nexus. Pierre était grand, avec des cheveux bruns ébouriffés et des yeux verts pétillants d'intelligence. Son sourire timide contrastait avec l'assurance de sa poignée de main. « Enchanté de vous rencontrer tous », a-t-il dit d'une voix douce mais ferme. Je ne savais pas encore à quel point cette rencontre allait changer ma vie. Les premières semaines, nos interactions étaient purement professionnelles. Je l'aidais à s'adapter à notre environnement de travail, lui expliquant les subtilités de notre système et les particularités de notre projet. Pierre était un apprenant rapide, posant des questions pertinentes et apportant déjà des idées intéressantes malgré son manque d'expérience. Un soir, alors que nous travaillions tard sur un bug particulièrement tenace, Pierre m'a proposé d'aller prendre un café. Histoire de s'aérer l'esprit, avait-il dit avec un clin d'œil. J'ai accepté, surprise par ma propre impatience à l'idée de passer du temps avec lui en dehors du cadre professionnel. Ce café s'est transformé en une conversation de plusieurs heures. Nous avons parlé de nos parcours, de nos passions, de nos rêves. J'ai découvert que Pierre était non seulement brillant dans son domaine, mais aussi un passionné de photographie et un amateur de cuisine italienne. De mon côté, je lui ai parlé de mon amour pour la randonnée et de mon projet d'écrire un jour un roman de science-fiction. À partir de ce moment, quelque chose a changé entre nous. Nos pauses déjeuner sont devenues des moments privilégiés où nous nous retrouvions, parfois rejoints par d'autres collègues, mais souvent juste tous les deux. Nos discussions professionnelles étaient entrecoupées de blagues privées et de regards complices. 3 mois après son arrivée, Pierre m'a invité à dîner. Pas de collègues, pas de travail, juste toi et moi, avait-il précisé, une lueur d'espoir dans les yeux. J'ai accepté sans hésitation, mon cœur battant la chamade. Ce premier rendez-vous a été magique. Pierre m'a emmené dans un petit restaurant italien caché dans une ruelle du Marais. La lumière tamisée des bougies, le parfum enivrant des pâtes fraîches et le son doux du violon en arrière-plan créaient une atmosphère romantique parfaite. Nous avons parlé pendant des heures, riant, partageant nos espoirs et nos craintes. À la fin de la soirée, sous un ciel étoilé parisien, Pierre m'a embrassé pour la première fois. C'était doux, tendre, et rempli de promesses. Notre relation a évolué rapidement après cela. Nous étions comme 2 pièces de puzzle qui s'emboîtaient parfaitement. Bien sûr, travailler ensemble tout en construisant une relation amoureuse n'était pas toujours facile. Nous avons dû apprendre à séparer notre vie professionnelle de notre vie personnelle, à ne pas laisser les désaccords au travail affecter notre couple. Dès le début, la question financière s'est posée. En tant que développeuse senior, je gagnais significativement plus que Pierre. Mais cela n'a jamais été un problème entre nous. Nous avons décidé de diviser équitablement nos dépenses communes, chacun contribuant à hauteur de ses moyens. Pierre a toujours insisté pour payer sa part, refusant que je le entretienne, comme il disait en riant. Je ne suis peut-être qu'un humble analyste junior, me disait-il souvent, mais je suis capable de payer mon loyer et mes croissants du matin. Cette attitude m'a beaucoup plu. J'admirais sa fierté et son indépendance, tout en appréciant sa volonté de construire quelque chose d'équitable entre nous. Les 2 années qui ont suivi ont été un tourbillon de bonheur. Nous avons emménagé ensemble après 6 mois, transformant un petit appartement du 11e arrondissement en notre nid d'amour. Nous avons voyagé ensemble, découvrant les plages de la Côte d'Azur et les montagnes des Alpes. Nous avons surmonté nos premières disputes, appris à communiquer, à nous comprendre. Et puis, un soir d'été, alors que nous pique-niquions au bord de la Seine, Pierre m'a fait sa demande. Il avait préparé un petit discours, mais l'émotion l'a submergé et il n'a pu prononcer que quelques mots entrecoupés de larmes de joie. « Marie, je t'aime, veux-tu m'épouser ?» J'ai dit oui sans hésiter, mon cœur débordant d'amour et d'excitation pour notre avenir ensemble. Notre mariage a eu lieu l'année suivante, une cérémonie simple mais émouvante entourée de nos amis et familles. Ce jour-là, regardant Pierre prononcer ses vœux, j'ai su que j'avais fait le bon choix.
Malgré nos différences, malgré les défis qui nous attendaient, nous étions prêts à affronter la vie ensemble, comme une équipe. 5 ans après notre première rencontre, je regarde en arrière avec tendresse et gratitude. Notre histoire n'est pas un conte de fées, elle est faite de hauts et de bas, de compromis et d'apprentissage. Mais c'est notre histoire, et je ne la changerai pour rien au monde. Alors que notre relation avec Pierre se renforçait jour après jour, ma carrière professionnelle prenait un essor fulgurant. Les années qui ont suivi notre mariage ont été marquées par une série de succès et de promotions qui ont transformé ma vie professionnelle de manière spectaculaire. Tout a commencé environ 6 mois après notre mariage. J'étais toujours développeuse senior chez Techinnovation, travaillant sur des projets de plus en plus complexes et ambitieux. Un matin, François, notre chef d'équipe, m'a convoqué dans son bureau. « Marie, m'a-t-il dit avec un sourire, j'ai une proposition à te faire. Nous lançons un nouveau projet majeur pour un client important, et j'aimerais que tu en prennes la direction en tant que chef de projet. » J'étais à la fois excitée et intimidée par cette opportunité. « Tu penses vraiment que je suis prête pour ça ?» ai-je demandé, un peu hésitante. François a ri. « Marie, tu es plus que prête. Tu as prouvé maintes fois tes compétences techniques, et ton leadership naturel n'est un secret pour personne ici. C'est le moment de passer à l'étape suivante. » J'ai accepté le défi avec enthousiasme. Le soir même, j'ai partagé la nouvelle avec Pierre autour d'un dîner aux chandelles que j'avais préparé pour l'occasion. « C'est fantastique, mon amour », s'est-il exclamé, levant son verre pour porter un toast. « Je savais que tu allais grimper les échelons rapidement. Tu le mérites tellement. » Les mois suivants ont été intenses. Gérer une équipe de 10 personnes, coordonner les différents aspects du projet, communiquer avec le client, tout cela était nouveau pour moi. Il y a eu des moments de doute, des nuits blanches à travailler sur des problèmes apparemment insolubles. Mais Pierre était toujours là pour me soutenir, m'écoutant patiemment quand j'avais besoin de ventiler mes frustrations, m'encourageant quand je doutais de moi-même. Le projet a été un succès retentissant. Non seulement nous avons livré dans les délais et le budget, mais le client était tellement satisfait qu'il a immédiatement signé pour un autre projet encore plus important. Ce succès n'est pas passé inaperçu au sein de l'entreprise. Moins d'1 an après ma promotion en tant que chef de projet, j'ai été convoqué dans le bureau du directeur général, Monsieur Dubois. Avec François à ses côtés, il m'a annoncé qu'il voulait me promouvoir au poste de directrice de la technologie. « Votre performance en tant que chef de projet a été exceptionnelle, Marie, » a déclaré Monsieur Dubois. « Nous pensons que vous avez le potentiel pour diriger l'ensemble de notre département technologique. » Cette promotion était au-delà de mes rêves les plus fous. Elle s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle qui allait tripler mes revenus en l'espace de 3 ans. J'étais euphorique, mais aussi un peu inquiète de la façon dont Pierre allait réagir à ce changement radical dans notre dynamique financière. Quand je lui ai annoncé la nouvelle ce soir-là, Pierre m'a surprise une fois de plus par sa réaction. Au lieu d'être jaloux ou mal à l'aise, il était ravi pour moi. « Je suis tellement fière de toi, Marie, » m'a-t-il dit en me serrant dans ses bras. « Tu as travaillé si dur pour en arriver là. C'est le moment de célébrer. » Nous avons ouvert une bouteille de champagne et passé la soirée à discuter de ce que cette promotion signifiait pour nous. Pierre a insisté sur le fait que nous devrions continuer à partager équitablement nos dépenses, même si cela signifiait que je contribuerais beaucoup plus à notre épargne commune. « Ce qui est à toi, a-t-il dit. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de dépenser plus juste parce que tu gagnes plus. Nous avons toujours été égaux dans cette relation, et ça ne doit pas changer. » J'ai été profondément touchée par son attitude. Beaucoup d'hommes auraient eu du mal à accepter que leur femme gagne significativement plus qu'eux, mais pas Pierre. Il était véritablement heureux pour moi, et cela n'a fait que renforcer mon amour et mon respect pour lui. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités. Mon nouveau rôle de directrice de la technologie était exigeant, mais incroyablement gratifiant. J'ai dû apprendre à gérer des équipes plus importantes, à élaborer des stratégies à long terme pour l'entreprise, à négocier avec des partenaires et des fournisseurs. Chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités d'apprentissage. Pendant ce temps, la carrière de Pierre progressait aussi, bien qu'à un rythme plus lent. Il avait été promu analyste senior et continuait à faire un excellent travail.
Nous avions parfois des conversations sur la façon dont ma promotion affectait notre dynamique au travail, mais nous avons toujours réussi à maintenir une séparation saine entre notre vie professionnelle et personnelle. Avec l'augmentation significative de nos revenus, nous avons pu réaliser un de nos rêves, acheter une maison. Nous avons trouvé une charmante propriété dans la banlieue parisienne, avec un petit jardin et suffisamment d'espace pour envisager de fonder une famille un jour. Le processus d'achat a été une nouvelle occasion pour nous de démontrer notre engagement envers l'égalité financière. Bien que j'ai pu facilement payer la maison seule, nous avons décidé de partager le coût. Pierre a insisté pour contribuer autant qu'il le pouvait, utilisant toutes ses économies et prenant un prêt pour sa part. J'ai respecté sa décision, comprenant à quel point c'était important pour lui de sentir qu'il contribuait de manière significative à notre avenir commun. Notre nouvelle maison est rapidement devenue notre sanctuaire. Après de longues journées au bureau, c'était un plaisir de rentrer chez nous, de cuisiner ensemble dans notre nouvelle cuisine, de nous détendre dans notre jardin. Nous avons passé des week-ends entiers à peindre les murs, à aménager les pièces, à transformer cette maison en notre foyer. Malgré le stress et les longues heures de travail qu'impliquait mon nouveau poste, j'ai toujours veillé à maintenir un équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Pierre et moi avons instauré une règle, pas de travail après 20 heures, sauf en cas d'urgence absolue. Nous avons également commencé à planifier des vacances régulières, sachant qu'il était important de prendre du temps pour nous. L'un de mes moments préférés de cette période a été un voyage surprise que Pierre a organisé pour notre 3e anniversaire de mariage. Il m'a emmené dans un petit village de Provence, où nous avons passé une semaine à explorer les marchés locaux, à déguster des vins, à nous promener dans les champs de lavande. Loin du stress du travail, nous avons pu nous reconnecter et nous rappeler pourquoi nous nous étions mariés. Pendant ce voyage, nous avons eu une conversation importante sur notre avenir. Assis sur la terrasse de notre chambre d'hôtel, regardant le soleil se coucher sur les collines provençales, nous avons parlé de nos rêves et de nos aspirations. Je sais que ta carrière est importante pour toi, Marie, a dit Pierre, et je suis tellement fière de ce que tu as accompli. Mais je veux que tu saches que pour moi, le plus important c'est notre bonheur à tous les deux. Si un jour tu sens que ton travail prend trop de place, n'hésite pas à lever le pied. Nous n'avons pas besoin de tout cet argent pour être heureux. Ces paroles m'ont profondément touchée. Merci, Pierre, ai-je répondu. Tu as raison, notre bonheur passe avant tout. Je promets de toujours garder ça à l'esprit. En rentrant de ce voyage, j'ai abordé mon travail avec une nouvelle perspective. Oui, j'aimais mon rôle de directrice de la technologie et j'étais fière de mes accomplissements. Mais j'ai aussi commencé à déléguer davantage, à mieux gérer mon temps, à m'assurer que ma carrière n'empiétait pas sur ma vie personnelle. 3 ans après ma promotion, je pouvais regarder en arrière avec fierté. Non seulement j'avais réussi professionnellement, triplant mon salaire et dirigeant avec succès le département technologique de l'entreprise, mais j'avais aussi réussi à maintenir un mariage heureux et équilibré. Pierre et moi étions plus forts que jamais, ayant traversé ensemble cette période de changement et de croissance. Alors que je regardais notre maison confortable, que je pensais à notre relation solide et à nos projets d'avenir, je me sentais profondément reconnaissante. L'ascension de ma carrière avait été vertigineuse, mais c'était le soutien constant de Pierre qui avait rendu tout cela possible. Ensemble, nous avions prouvé que le succès professionnel et le bonheur personnel pouvaient aller de pair, tant qu'on gardait les bonnes priorités. Avec l'évolution rapide de ma carrière et l'augmentation significative de mes revenus, Pierre et moi avons dû avoir une conversation sérieuse sur la gestion de nos finances. Nous étions d'accord sur le fait que notre relation était basée sur l'égalité et le respect mutuel, et nous voulions que cela se reflète dans notre approche financière. Un soir, après un dîner tranquille à la maison, nous nous sommes installés dans notre salon, chacun avec un verre de vin, prêts à aborder ce sujet délicat. Marie, a commencé Pierre, je pense qu'il est temps que nous parlions sérieusement de notre situation financière. Avec ta promotion et l'augmentation de ton salaire, les choses ont beaucoup changé. J'ai acquiescé, appréciant sa franchise. Tu as raison. Qu'est-ce que tu proposes ? Pierre a pris une profonde inspiration. Je pense que nous devrions continuer à partager équitablement les dépenses du ménage. Je sais que tu gagnes beaucoup plus que moi maintenant, mais il est important pour moi de contribuer de manière égale à notre vie commune. J'ai été touchée par sa proposition.
C'était typique de Pierre de vouloir maintenir son indépendance financière, même face à notre disparité de revenus croissante. Je comprends et je respecte ça, ai-je répondu. Mais es-tu sûr que ça ne va pas trop te peser? Je ne veux pas que tu te retrouves à court d'argent juste pour maintenir cette égalité. Pierre a souri. Ne t'inquiète pas pour moi. Mon salaire a aussi augmenté, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions que le tien. Je peux gérer ma part des dépenses sans problème. Nous avons donc décidé de maintenir notre arrangement initial, chacun contribuerait à parts égales aux dépenses du ménage. Cela incluait le remboursement du prêt immobilier, les factures, les courses et les dépenses courantes liées à notre maison. Cependant, nous avons également convenu que pour les gros achats ou les vacances, nous pourrions ajuster notre contribution en fonction de nos moyens respectifs. C'était un compromis qui nous permettait de maintenir l'équité tout en reconnaissant la réalité de notre situation financière. Et pour le reste de ton salaire, a demandé Pierre. Tu vas avoir un excédent important chaque mois. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je pensais le mettre de côté pour notre avenir. Peut-être investir une partie, et garder le reste comme épargne de précaution. Pierre a hoché la tête avec approbation. C'est une excellente idée. Mais je pense que nous devrions garder nos finances personnelles séparées. Ce qui est à toi, Marie. Tu as travaillé dur pour ce salaire, tu devrais pouvoir en disposer comme tu le souhaites. Cette décision de maintenir nos finances personnelles séparées s'est avérée être l'un des aspects les plus importants de notre accord. Cela nous permettait de conserver une certaine indépendance financière tout en partageant équitablement les responsabilités du ménage. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à mettre en place un plan d'épargne et d'investissement rigoureux. J'ai ouvert plusieurs comptes d'épargne, chacun dédié à un objectif spécifique, un pour les urgences, un pour nos futurs projets, comme avoir des enfants ou voyager, et un pour notre retraite. J'ai également commencé à m'intéresser sérieusement aux investissements. J'ai lu des livres, suivi des cours en ligne, et même consulté un conseiller financier pour m'aider à élaborer une stratégie d'investissement diversifiée. J'ai investi dans un mélange d'actions, d'obligations et de fonds communs de placement, en veillant toujours à maintenir un équilibre entre risque et sécurité. Tout au long de ce processus, j'ai tenu Pierre informé de mes décisions financières, même si nous avions convenu que ces fonds m'appartenaient. Je voulais qu'il sache que je pensais à notre avenir commun, même si je gérais cet argent de manière indépendante. Tu sais, lui ai-je dit un soir alors que nous discutions de mes derniers investissements, tout cet argent que je mets de côté, c'est pour nous deux. Je veux que nous ayons un avenir financier sûr, ensemble. Pierre m'a serré la main avec affection. Je sais, mon amour. Et je t'en suis reconnaissant. Mais n'oublie pas de profiter un peu aussi. Tu as travaillé dur pour ce salaire, tu mérites de te faire plaisir de temps en temps. Suivant son conseil, j'ai commencé à m'accorder quelques petits luxes. J'ai acheté une montre que je convoitais depuis longtemps, je me suis offert des séances de spa régulières pour gérer le stress de mon travail, et j'ai même pris des cours de photographie, une passion que j'avais toujours voulu explorer. Cependant, je veillais toujours à ne pas trop afficher ces dépenses personnelles devant Pierre. Je ne voulais pas qu'il se sente mal à l'aise ou qu'il pense que je gaspillais notre argent. Notre arrangement financier fonctionnait bien parce que nous respections mutuellement nos choix et notre vie privée. Un jour, Pierre est rentré à la maison avec une expression préoccupée. Il m'a avoué qu'il se sentait parfois coupable de ne pas pouvoir contribuer autant que moi à notre épargne commune. Je sais que c'est irrationnel, a-t-il dit, mais parfois je me demande si je fais assez pour notre avenir. J'ai pris ses mains dans les miennes. Pierre, écoute-moi. Tu contribues énormément à notre vie ensemble. Pas seulement financièrement, mais de mille autres façons. Ton soutien, ton amour, ta compréhension, tout cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Ces conversations ouvertes et honnêtes sur nos finances ont renforcé notre relation. Nous avons appris à communiquer de manière plus efficace sur des sujets délicats, à exprimer nos inquiétudes et nos espoirs, et à trouver des solutions ensemble. Au fil du temps, notre arrangement financier est devenu une seconde nature. Nous partagions équitablement les dépenses du ménage, tout en gardant une indépendance financière pour le reste. Cette approche nous a permis de maintenir un équilibre sain dans notre relation, évitant les tensions qui auraient pu surgir si l'un de nous avait eu l'impression de porter tout le poids financier. Cependant,
il y avait un aspect de notre accord financier que je gardais secret, l'ampleur réelle de mes économies et de mes investissements. Ce n'était pas par manque de confiance envers Pierre, mais plutôt par respect pour notre décision de garder nos finances personnelles séparées. Je savais que Pierre était fier et indépendant, et je ne voulais pas qu'il se sente diminué ou mal à l'aise en connaissant l'étendue de ma richesse croissante. Parfois, je me demandais si je faisais le bon choix en gardant cette information pour moi. Mais chaque fois que je voyais Pierre heureux et satisfait de notre arrangement, je me rassurais en me disant que c'était la meilleure décision pour notre couple. Un soir, alors que nous célébrions notre 5e anniversaire de mariage, Pierre m'a surprise avec un cadeau inattendu, un bracelet en argent finement ciselé que j'avais admiré des mois auparavant dans une vitrine. « Comment as-tu pu te le permettre ?» ai-je demandé, stupéfaite. Pierre a souri avec fierté. « J'ai mis de l'argent de côté pendant des mois. Je voulais t'offrir quelque chose de spécial, quelque chose qui montre que moi aussi, je peux contribuer à notre bonheur. » Ce geste m'a profondément ému. Il m'a rappelé que notre accord financier n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi d'amour, de respect et de désir mutuel de contribuer à notre bonheur commun. Alors que je regardais le bracelet briller à mon poignet, j'ai réalisé à quel point notre arrangement financier avait renforcé notre relation. Il nous avait appris à communiquer ouvertement, à respecter l'indépendance de l'autre, et à travailler ensemble vers des objectifs communs. Certes, notre situation n'était pas conventionnelle. Beaucoup de couples auraient peut-être choisi de mettre tous leurs revenus en commun. Mais pour nous, cette séparation partielle de nos finances, combinée à un partage équitable des responsabilités, était la clé d'une relation harmonieuse et équilibrée. En fin de compte, notre accord financier était bien plus qu'une simple répartition des dépenses. C'était une expression de notre engagement l'un envers l'autre, de notre respect mutuel, et de notre désir de construire un avenir ensemble, chacun apportant sa contribution unique à notre bonheur commun. Madame Leclerc, la mère de Pierre, a toujours été une figure imposante dans notre vie. Dès le début de notre relation, j'ai senti qu'elle avait du mal à m'accepter pleinement. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coiffés impeccablement, toujours habillée avec élégance, et dotée d'une personnalité forte qui ne laissait personne indifférent. Je me souviens encore de notre première rencontre, quelques mois après le début de ma relation avec Pierre. Nous étions invités à dîner chez elle, dans son appartement cossu du 16e arrondissement de Paris. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti son regard scrutateur me jauger de la tête aux pieds. « Alors c'est vous, Marie ?» avait-elle dit d'un ton qui se voulait poli mais qui ne cachait pas totalement sa désapprobation. « Pierre m'a beaucoup parlé de vous. » Le dîner qui a suivi a été une succession de questions à peine voilées sur mes origines, mon éducation, et mes ambitions. J'ai fait de mon mieux pour rester courtoise et ouverte, mais je sentais bien que chacune de mes réponses était soigneusement analysée et jugée. Au fil des années, nos relations sont restées cordiales mais tendues. Madame Leclerc semblait toujours trouver quelque chose à redire sur moi. Ma façon de m'habiller n'était pas assez élégante à son goût, ma cuisine pas assez raffinée, mes manières pas assez distinguées. Malgré tous mes efforts pour gagner son approbation, rien ne semblait suffisant. Pierre, coincé entre sa mère et moi, faisait de son mieux pour maintenir la paix. Il essayait souvent de tempérer les critiques de sa mère à mon égard, mais cela ne faisait que renforcer sa conviction que j'exerçais une mauvaise influence sur son fils. « Tu as toujours été si ambitieux, Pierre », l'entendais-je parfois dire. « Je ne comprends pas pourquoi tu te contentes de ce poste d'analyste alors que tu pourrais viser tellement plus haut. » Ces remarques me blessaient profondément. Non seulement elles remettaient en question les choix de vie de Pierre, mais elles insinuaient également que j'étais d'une manière ou d'une autre responsable de ce qu'elle percevait comme un manque d'ambition de sa part. La situation a atteint son paroxysme lors d'une visite de Madame Leclerc à notre domicile, environ 3 ans après notre mariage. C'était un dimanche après-midi, et nous l'avions invitée à prendre le thé. Pierre était sorti faire une course de dernière minute, me laissant seule avec elle pendant quelques minutes. Alors que je préparais le thé dans la cuisine, Madame Leclerc est entrée, son regard scrutant chaque recoin de la pièce. « C'est une jolie maison que vous avez là », a-t-elle commenté d'un ton qui suggérait le contraire. « Ça a dû coûter une petite fortune. » J'ai souri poliment, essayant de ne pas me laisser déstabiliser. « Nous sommes très heureux ici. Pierre et moi avons travaillé dur pour pouvoir nous l'offrir. » C'est alors que son regard est tombé sur un relevé bancaire que j'avais négligemment laissé sur le comptoir.
Avant que je ne puisse réagir, elle l'avait saisi et y jetait un coup d'œil. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, ses yeux s'écarquillant en voyant les chiffres. « Pourquoi y a-t-il 2 comptes bancaires séparés ?» J'ai senti mon cœur s'accélérer. Notre arrangement financier avait toujours été une affaire privée entre Pierre et moi, et je n'étais pas préparée à en discuter avec sa mère. « Madame Leclerc, ai-je commencé, essayant de garder mon calme, c'est un document personnel. Pierre et moi avons nos propres arrangements financiers qui nous conviennent parfaitement. » Mais elle ne m'écoutait pas. Son visage s'était durci, ses lèvres pincées en une fine ligne de désapprobation. « Je vois ce qui se passe ici, a-t-elle dit d'un ton accusateur. Vous gardez votre argent pour vous-même, n'est-ce pas? Vous profitez de mon fils. J'étais abasourdie par cette accusation. Ce n'est pas du tout ça, ai-je protesté. Pierre et moi contribuons équitablement à nos dépenses communes. Nous avons simplement choisi de garder une partie de nos finances séparées. Mais Madame Leclerc ne voulait rien entendre. Elle était convaincue d'avoir découvert la preuve de ma supposée manipulation de son fils. J'ai toujours su que vous n'étiez pas assez bien pour Pierre, a-t-elle craché. Maintenant j'en ai la preuve. Vous le laissez payer la moitié de tout alors que vous gagnez probablement beaucoup plus que lui. C'est de l'exploitation pure et simple. J'étais sur le point de répliquer quand Pierre est revenu. En voyant nos expressions tendues et le relevé bancaire dans la main de sa mère, il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il demandé, son regard passant de sa mère à moi. « Ta mère a vu notre relevé bancaire, ai-je expliqué, essayant de garder mon calme. Elle pense que notre arrangement financier est injuste. » Pierre a pris une profonde inspiration, visiblement mal à l'aise. « Maman, nos finances sont une affaire privée entre Marie et moi. Nous sommes parfaitement satisfaits de notre arrangement. » Mais Madame Leclerc n'était pas prête à lâcher prise. « Pierre, mon chéri, ouvre les yeux. Cette femme te manipule. Elle garde tout son argent pour elle-même pendant que tu paies la moitié de tout. Ce n'est pas juste. » J'ai vu la douleur et la confusion dans les yeux de Pierre. Il était déchiré entre son amour pour moi et son respect pour sa mère. J'ai voulu intervenir, expliquer, mais j'ai réalisé que ce n'était pas à moi de le faire. C'était à Pierre de défendre notre choix. Et c'est exactement ce qu'il a fait. D'une voix calme mais ferme, il a dit, « Maman, je t'aime, mais tu dois comprendre que Marie et moi sommes des adultes capables de prendre nos propres décisions. Notre arrangement financier nous convient parfaitement. Marie ne me manipule pas, elle ne profite pas de moi. Nous sommes partenaires égaux dans ce mariage. » Madame Leclerc a semblé momentanément sans voix, choquée par la fermeté de son fils. Puis, reprenant ses esprits, elle a lancé, « Je vois qu'elle t'a complètement endoctriné. Tu ne vois donc pas qu'elle te manipule ? C'en était trop pour moi. » Les larmes aux yeux, j'ai quitté la pièce, incapable de supporter davantage d'accusations. J'ai entendu Pierre demander à sa mère de partir, suivi du bruit de la porte d'entrée qui se fermait. Quelques minutes plus tard, Pierre m'a rejoint dans notre chambre. Il m'a prise dans ses bras, murmurant des excuses pour le comportement de sa mère. Nous sommes restés ainsi un long moment, cherchant du réconfort dans la présence de l'autre. Cette confrontation a laissé des cicatrices profondes. Les semaines qui ont suivi ont été tendues, Pierre étant tiraillé entre son amour pour moi et son devoir filial. Madame Leclerc a continué à faire des remarques désobligeantes à mon sujet chaque fois qu'elle en avait l'occasion, convaincue qu'elle agissait dans l'intérêt de son fils. J'ai essayé de ne pas laisser cette situation affecter notre mariage, mais c'était difficile. Je me sentais constamment jugée, remise en question. Parfois, je me demandais si notre arrangement financier était vraiment juste, si je n'aurais pas dû insister pour tout mettre en commun. Mais chaque fois que ces doutes m'assaillaient, je me rappelais pourquoi nous avions fait ce choix. Il s'agissait de respect mutuel, d'indépendance, et de confiance. Notre arrangement financier n'était pas seulement une question d'argent, c'était une expression de notre vision du mariage et de la vie à deux. Malgré les tensions avec sa mère, Pierre est resté ferme dans son soutien à notre décision. Il a même pris l'initiative d'avoir une conversation sérieuse avec elle, lui expliquant en détail notre arrangement et lui demandant de respecter nos choix. Cette période difficile a finalement renforcé notre couple. Nous avons appris à faire front commun face à l'adversité, à défendre nos choix et notre vision de la vie.
Et même si les relations avec ma belle-mère sont restées tendues, Pierre et moi étions plus unis que jamais. L'interférence de Madame Leclerc dans nos affaires financières a été une épreuve, mais elle nous a aussi permis de réaffirmer notre engagement l'un envers l'autre et la solidité de notre relation. Nous avons prouvé que notre amour et notre confiance mutuelle étaient plus forts que les jugements extérieurs, même ceux venant de la famille. Les semaines qui ont suivi la confrontation avec Madame Leclerc ont été tendues. Pierre et moi avions l'impression de marcher sur des œufs, évitant soigneusement le sujet de sa mère et de nos finances. Cependant, je sentais que quelque chose avait changé. Pierre semblait préoccupé, distant par moments, comme s'il portait un lourd fardeau. Un soir, alors que nous dînions en silence, j'ai décidé de briser la glace. « Pierre, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu sembles si lointain ces derniers temps. » Il a posé sa fourchette, son regard fuyant le mien. « Marie, ma mère m'a appelé plusieurs fois cette semaine. Elle insiste pour que nous revoyions notre arrangement financier. » Mon cœur s'est serré. « Et qu'en penses-tu ? » Pierre a soupiré profondément. Je ne sais plus quoi penser. Elle dit que je devrais m'affirmer, que je ne devrais pas contribuer autant aux dépenses du ménage étant donné que tu gagnes beaucoup plus que moi. J'étais stupéfaite. Après toutes ces années, après toutes nos discussions sur l'égalité et le respect mutuel, sa mère avait-elle réussi à semer le doute dans son esprit ? Pierre, ai-je dit doucement, tu sais que notre arrangement a toujours été basé sur l'égalité et le respect mutuel. Nous en avons discuté longuement et nous étions d'accord que c'était la meilleure solution pour nous. Il a hoché la tête, mais je voyais bien qu'il était tiraillé. Je sais, Marie. Mais ma mère dit que je me fais exploiter, que je devrais profiter de ton succès financier. Elle pense que je devrais arrêter de contribuer aux dépenses du ménage pendant un moment, pour voir comment tu réagirais. J'étais abasourdie. Non seulement Madame Leclerc continuait d'interférer dans notre vie, mais elle suggérait maintenant à Pierre de mettre notre relation à l'épreuve. C'était comme si elle cherchait délibérément à créer des tensions entre nous. « Et qu'en penses-tu » ai-je demandé, la gorge serrée. Pierre a passé une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. « Je ne sais pas, Marie. Une partie de moi sait que notre arrangement actuel est juste et équitable. Mais une autre partie de moi se demande si ma mère n'a pas raison. Peut-être que je devrais profiter davantage de ta réussite financière. » J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai fait de mon mieux pour rester calme. « Pierre, notre mariage n'est pas une question de qui profite de qui. Nous sommes partenaires, égaux. Notre arrangement financier reflète cela. » Mais je voyais bien que mes paroles ne suffisaient pas à dissiper ses doutes. Les jours suivants ont été difficiles. Pierre était de plus en plus distant, passant de longues heures au téléphone avec sa mère. Je savais qu'elle continuait à lui mettre la pression, à semer le doute dans son esprit. Un soir, environ 2 semaines après notre première discussion, Pierre est rentré du travail avec une expression déterminée sur le visage. Mon cœur s'est serré, pressentant ce qui allait suivre. « Marie, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi, j'ai pris une décision. Je ne vais plus contribuer aux dépenses du ménage pendant un moment. » Malgré le fait que je m'y attendais, ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing. « Pierre, tu ne peux pas être sérieux. C'est ta mère qui t'a mis cette idée en tête, n'est-ce pas ?» Il a détourné le regard. « Ma mère n'a rien à voir là-dedans. C'est ma décision. Je pense que c'est juste que tu assumes plus de responsabilités financières, étant donné que tu gagnes beaucoup plus que moi. » J'étais sous le choc. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment Pierre pouvait-il remettre en question tout ce que nous avions construit ensemble ? « Et que comptes-tu faire de l'argent que tu ne dépenseras plus pour le ménage ?» ai-je demandé, essayant de garder mon calme. Pierre a haussé les épaules. « Je vais le mettre de côté, peut-être l'investir. Ma mère pense que ce serait une bonne idée que je commence à construire ma propre sécurité financière. » Les mots de sa mère. Encore et toujours. J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai réprimée. Me mettre en colère ne ferait qu'empirer les choses. « Pierre, ai-je dit doucement, je comprends que tu veuilles prendre soin de tes finances personnelles. Mais ne penses-tu pas que cette décision va à l'encontre de tout ce que nous avons construit ensemble ? Notre mariage est basé sur l'égalité et le respect mutuel, pas sur qui gagne le plus. » Il a eu l'air mal à l'aise, mais il est resté sur ses positions.
Je sais que ça peut sembler injuste, Marie. Mais je pense que c'est nécessaire. Juste pour un temps, pour voir comment ça se passe. J'ai réalisé à ce moment-là que Pierre était déterminé à aller jusqu'au bout de cette expérience. Quoi que je dise, il ne changerait pas d'avis. La manipulation de sa mère avait porté ses fruits. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Pierre a cessé de contribuer aux dépenses du ménage, me laissant tout gérer seul. Au début, j'ai essayé de maintenir notre niveau de vie habituel, espérant que Pierre réaliserait rapidement l'absurdité de la situation. Mais au fil des semaines, j'ai commencé à ressentir le poids de cette charge financière supplémentaire. Ce n'était pas tant une question d'argent, j'avais les moyens de couvrir toutes nos dépenses. C'était plutôt le principe qui me blessait. Chaque facture que je payais seule, chaque course que je faisais sans sa contribution, était un rappel douloureux de la façon dont notre relation avait changé. Pierre, de son côté, semblait presque soulagé. Il parlait avec enthousiasme des investissements qu'il faisait avec l'argent qu'il économisait, suivant les conseils de sa mère. Il ne semblait pas réaliser à quel point son comportement me blessait. Un soir, environ un mois après le début de ce nouvel arrangement, j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai attendu que Pierre rentre du travail et je l'ai confronté. « Pierre, ai-je dit fermement, nous devons parler. Cette situation ne peut plus durer. » Il a eu l'air surpris. « De quoi tu parles ? » Je pensais que tout allait bien. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. « Non, Pierre, tout ne va pas bien. Ce nouvel arrangement financier est en train de détruire notre mariage. Tu ne le vois peut-être pas, mais chaque jour qui passe, je me sens de plus en plus comme ta banquière plutôt que ta femme. » Pierre a eu l'air choqué. « Mais, je pensais que c'était ce que tu voulais. Ma mère a dit que tu serais heureuse de pouvoir contribuer davantage, étant donné que tu gagnes plus. » J'ai secoué la tête, les larmes aux yeux. « Ta mère ne comprend rien à notre relation, Pierre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect, d'égalité, de partenariat. En cessant de contribuer, tu as rompu cet équilibre. » Pierre est resté silencieux un moment, semblant réfléchir à mes paroles. Puis, lentement, j'ai vu la compréhension se dessiner sur son visage. « Oh mon Dieu, Marie, a-t-il murmuré. Je suis tellement désolée. Je ne réalisais pas. J'étais tellement concentrée sur l'idée de prouver quelque chose à ma mère que je n'ai pas vu ce que je faisais à notre mariage. C'était comme si un barrage avait cédé. Toutes les émotions que j'avais refoulées ces dernières semaines ont jailli. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai exprimé toute ma frustration et ma douleur. Et Pierre m'a écouté, vraiment écouté, pour la première fois depuis des semaines. Quand j'ai enfin terminé, épuisé mais soulagé, Pierre m'a prise dans ses bras. « Je suis tellement désolée, Marie, a-t-il répété. J'ai été stupide. J'ai laissé ma mère me manipuler, me faire douter de nous. Mais tu as raison. Notre mariage est basé sur l'égalité et le respect mutuel. Je veux revenir à notre ancien arrangement. » J'ai hoché la tête, soulagée mais encore blessée. « Pierre, je suis heureuse que tu comprennes enfin. Mais ça ne peut pas se reproduire. Nous devons établir des limites claires avec ta mère. Elle ne peut pas continuer à interférer dans notre mariage comme ça. » Pierre a acquiescé solennellement. « Tu as raison. J'aurai une conversation sérieuse avec elle. Je lui ferai comprendre que nos décisions financières sont les nôtres et les nôtres seules. » Cette nuit-là, alors que nous étions allongés côte à côte dans notre lit, j'ai réalisé à quel point nous étions passés près de la catastrophe. Le plan de Madame Leclerc avait failli réussir à nous séparer. Mais finalement, notre amour et notre engagement l'un envers l'autre s'étaient révélés plus forts que ces manipulations. Le lendemain matin, Pierre a tenu parole. Il a appelé sa mère et lui a clairement fait comprendre que ces interférences dans notre mariage devaient cesser. Ce n'était pas une conversation facile, j'ai entendu des éclats de voix et des protestations, mais Pierre est resté ferme. Quand il a raccroché, il avait l'air épuisé mais soulagé. « C'est fait, a-t-il dit. Je lui ai dit que nos décisions financières étaient les nôtres et que si elle ne pouvait pas les respecter, nous devrions limiter nos contacts. J'étais fière de lui. Je savais à quel point ça avait dû être difficile pour lui de tenir tête à sa mère. Mais c'était nécessaire pour préserver notre mariage et notre bonheur.
Dans les jours qui ont suivi, nous avons travaillé ensemble pour rétablir notre ancien arrangement financier. Pierre a recommencé à contribuer équitablement aux dépenses du ménage, et nous avons même décidé d'être plus ouverts l'un envers l'autre concernant nos finances personnelles. Cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, nous a en fin de compte rapprochés. Nous avons réaffirmé notre engagement l'un envers l'autre et notre vision d'un mariage basé sur l'égalité et le respect mutuel. Et surtout, nous avons appris l'importance de faire front commun face aux influences extérieures, même lorsqu'elles viennent de la famille. Les jours qui ont suivi la décision de Pierre de revenir à notre arrangement financier initial ont été empreints d'un mélange complexe d'émotions. D'un côté, j'étais soulagée que Pierre ait finalement compris l'importance de notre partenariat égalitaire. De l'autre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine amertume face à la facilité avec laquelle il avait été influencé par sa mère. Un soir, alors que nous étions assis dans notre salon, savourant un verre de vin après le dîner, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation franche avec Pierre. « Pierre, ai-je commencé, ma voix légèrement tremblante, je suis heureuse que nous ayons résolu notre problème financier, mais je pense qu'il y a encore des choses dont nous devons parler. » Il a posé son verre, son visage reflétant une inquiétude immédiate. « Bien sûr, Marie. Qu'est-ce qui te préoccupe ? » J'ai pris une profonde inspiration. Je ne peux m'empêcher de penser à la facilité avec laquelle tu as remis en question notre arrangement, notre partenariat. Ça m'a profondément blessée, et je crains que cela ne laisse des cicatrices dans notre relation. Pierre a baissé les yeux, visiblement honteux. Je suis vraiment désolée, Marie. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. Ma mère a toujours eu une forte influence sur moi, mais ce n'est pas une excuse. Je comprends, ai-je dit doucement. Mais Pierre, nous sommes mariés depuis des années maintenant. Notre relation, nos décisions, devraient passer avant l'opinion de ta mère. Il a hoché la tête, l'air pensif. Tu as raison. J'ai failli à mon devoir envers toi, envers nous. Comment puis-je regagner ta confiance ? Sa question m'a prise au dépourvu. Comment pouvait-il regagner ma confiance ? Je n'étais pas sur moi-même. Mais alors, une idée m'est venue à l'esprit. Une idée qui me faisait peur, mais qui pourrait peut-être nous aider à avancer. Pierre, ai-je dit lentement, il y a quelque chose que je dois te montrer. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Intrigué, il m'a suivi jusqu'à notre bureau. Là, j'ai sorti une clé USB de mon tiroir et l'ai insérée dans l'ordinateur. J'ai ouvert plusieurs fichiers, révélant des relevés bancaires, des rapports d'investissement et des bilans financiers. Les yeux de Pierre sont écarquillés au fur et à mesure qu'il parcourait les documents. Marie, c'est incroyable. Je n'avais aucune idée que tu avais accumulé autant. J'ai pris une profonde inspiration. Depuis ma promotion il y a quelques années, j'ai mis de côté une grande partie de mon salaire. J'ai investi, j'ai économisé. Pierre, nous avons suffisamment d'argent pour vivre confortablement pendant des années, même si nous perdions tous les deux notre emploi demain. Pierre est resté silencieux pendant un long moment, absorbant l'information. Puis, lentement, il s'est tourné vers moi. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit tout ça ?» C'était la question que je redoutais. Je ne sais pas exactement. Au début, c'était par respect pour notre décision de garder nos finances personnelles séparées. Puis, avec le temps, ça semblait de plus en plus difficile d'en parler. J'avais peur que tu te sentes diminué, d'une certaine façon. Pierre a fermé les yeux, visiblement en proie à un conflit intérieur. Quand il les a rouverts, j'ai vu un mélange de douleur et de compréhension dans son regard. « Marie, a-t-il dit doucement, je comprends pourquoi tu as gardé ça secret. Mais je ne peux m'empêcher de me sentir trahi, d'une certaine manière. Nous sommes censés être partenaires, égaux. Comment pouvons-nous l'être vraiment si tu gardes de tels secrets ?» Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Il avait raison, bien sûr. Dans ma volonté de protéger son ego et notre arrangement, j'avais créé un déséquilibre dans notre relation. Tu as raison, ai-je admis, les larmes aux yeux. J'ai fait une erreur en gardant ça pour moi. Je pensais bien faire, mais j'ai compromis notre confiance mutuelle. Je suis tellement désolée, Pierre. Il m'a prise dans ses bras, me serrant fort contre lui. Nous avons tous les deux fait des erreurs, Marie.
Moi en laissant ma mère influencer nos décisions, toi en gardant ce secret. Mais l'important, c'est que nous soyons honnêtes maintenant. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, nous réconfortant mutuellement. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'ai vu une nouvelle détermination dans les yeux de Pierre. Marie, a-t-il dit, je pense qu'il est temps pour nous de revoir complètement notre approche financière. Plus de secrets, plus de comptes séparés. Nous devrions tout mettre en commun et gérer notre argent ensemble, comme de vrais partenaires. J'ai été surprise par sa suggestion. Pendant si longtemps, nous avions considéré notre indépendance financière comme un pilier de notre relation. Mais peut-être avait-il raison. Peut-être était-il temps de changer. Tu es sûr, ai-je demandé. Ce serait un grand changement. Pierre a hoché la tête avec conviction. Je suis sûr. Ces dernières semaines m'ont fait réaliser à quel point notre arrangement actuel peut être fragile. Je veux que nous soyons de vrais partenaires, dans tous les aspects de notre vie. Nous avons passé les heures suivantes à discuter de ce que cela signifierait concrètement. Nous avons parlé de fusionner nos comptes, de créer un budget commun, de prendre toutes nos décisions financières ensemble. C'était à la fois excitant et effrayant. Au fil de la conversation, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Garder ce secret avait été plus lourd que je ne l'avais réalisé. Pouvoir enfin partager ouvertement tous les aspects de notre vie financière était libérateur. Le lendemain, nous avons commencé à mettre en œuvre notre nouveau plan. Nous avons pris rendez-vous avec notre banque pour fusionner nos comptes. Nous avons créé un tableur détaillé de tous nos avoirs et de nos dépenses. Nous avons même commencé à planifier des objectifs financiers à long terme ensemble. Ce processus n'a pas été sans difficulté. Il y a eu des moments de tension, des désaccords sur la façon de gérer certains aspects de nos finances. Mais chaque fois que nous rencontrions un obstacle, nous nous rappelions pourquoi nous faisions cela, pour renforcer notre partenariat, pour être vraiment égaux dans tous les aspects de notre vie. Une semaine après notre grande révélation, alors que nous finalisions les détails de notre nouveau système financier, Pierre m'a surprise avec une confession. Marie, a-t-il dit, l'air un peu gêné, il y a quelque chose que je dois t'avouer aussi. Mon cœur s'est serré, craignant une autre révélation bouleversante. Qu'est-ce que c'est ? Tu te souviens de ce voyage surprise que j'ai organisé pour notre anniversaire l'année dernière ? Celui en Provence ? J'ai hoché la tête, me rappelant avec tendresse ce merveilleux week-end. Eh bien, a-t-il continué, j'ai dû emprunter de l'argent à un ami pour le payer. Je ne voulais pas que tu saches que je ne pouvais pas me le permettre par moi-même. J'ai été touchée par son aveu. Oh, Pierre. Tu n'avais pas à faire ça. J'aurais été heureuse de partager les frais. Il a souri tristement. Je sais. Mais à l'époque, ça me semblait important de pouvoir t'offrir ce voyage par moi-même. Je réalise maintenant que c'était une forme de fierté mal placée. Cette confession a renforcé ma conviction que nous avions pris la bonne décision en choisissant la transparence totale. Nous avions tous les deux gardé des secrets, grands et petits, par peur de décevoir l'autre ou de perturber notre équilibre. Mais en réalité, ces secrets n'avaient fait que créer des barrières entre nous. Les semaines qui ont suivi ont été transformatrices pour notre relation. En gérant ouvertement nos finances ensemble, nous avons découvert une nouvelle forme d'intimité. Nous avons eu des conversations profondes sur nos valeurs, nos rêves, nos craintes, des sujets qui étaient souvent liés à l'argent d'une manière ou d'une autre. Nous avons également dû faire face à la réaction de Madame Leclerc face à ce changement. Quand elle a appris que nous avions fusionné nos finances, elle a été furieuse, accusant à nouveau de profiter de son fils. Mais cette fois, Pierre est resté ferme. Maman, lui a-t-il dit lors d'un appel téléphonique tendu, Marie et moi sommes partenaires égaux dans ce mariage. Nos décisions financières sont les nôtres et les nôtres seules. Si tu ne peux pas respecter cela, nous devrons limiter nos contacts. J'étais fière de voir Pierre défendre notre choix avec tant de conviction. C'était la preuve que notre nouvelle approche nous rendait vraiment plus forts en tant que couple. En fin de compte, la révélation de mon secret financier, aussi difficile qu'elle ait été, s'est avérée être un tournant positif dans notre mariage. Elle nous a forcés à affronter nos insécurités, à remettre en question nos hypothèses, et à trouver une nouvelle façon de être vraiment partenaires dans tous les aspects de notre vie.
Alors que nous nous préparions à entamer ce nouveau chapitre de notre vie ensemble, je me suis rendu compte que notre amour était plus fort que jamais. Nous avions traversé une tempête, mais nous en étions sortis plus unis, plus honnêtes, et plus déterminés à construire une vie ensemble basée sur la confiance et le respect mutuel. Les mois qui ont suivi la révélation de notre situation financière et notre décision de fusionner nos comptes ont été une période de profonde transformation pour Pierre et moi. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de découvertes sur nous-mêmes et sur notre relation. Un matin de printemps, alors que nous prenions notre petit déjeuner sur la terrasse, Pierre a posé sa tasse de café et m'a regardé avec une expression pensive. « Marie, a-t-il dit, je réalise que nous n'avons jamais vraiment pris le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Comment te sens-tu maintenant, par rapport à tous ces changements ?» Sa question m'a prise au dépourvu. J'ai pris un moment pour rassembler mes pensées avant de répondre. Honnêtement, Pierre, je me sens libérée. Garder ce secret sur nos finances était un fardeau dont je n'avais pas réalisé le poids jusqu'à ce qu'il soit levé. Mais en même temps, je me sens un peu vulnérable. C'est comme si j'avais laissé tomber une armure que je portais depuis des années. Pierre a hoché la tête, compréhensif. Je comprends ce sentiment. Pour moi aussi, c'est un mélange d'émotions. Je me sens plus proche de toi que jamais, mais parfois, je ne peux m'empêcher de me sentir inadéquat, je suppose. Quand je pense à tout ce que tu as accompli financièrement pendant que je l'ai interrompu doucement. Pierre, arrête. Ce n'est pas une compétition. Ce que j'ai accompli, je l'ai fait pour nous, pour notre avenir. Et n'oublie pas tout ce que tu apportes à notre relation qui n'a rien à voir avec l'argent. Il a souri, reconnaissant. Tu as raison. C'est juste que parfois, ces vieilles insécurités refont surface. Mais je travaille dessus, je te le promets. Cette conversation a marqué le début d'une nouvelle phase dans notre relation. Nous avons commencé à avoir des réunions financières hebdomadaires, où nous discutions ouvertement de nos dépenses, de nos économies et de nos objectifs financiers. Ces discussions, bien que parfois difficiles, nous ont rapprochés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Un soir, alors que nous examinions nos dépenses du mois, Pierre a fait une suggestion surprenante. Et si nous utilisions une partie de nos économies pour faire quelque chose de significatif ? Quelque chose qui ne serait pas juste pour nous, mais qui pourrait avoir un impact positif sur les autres ? J'ai été touchée par sa proposition. Que dirais-tu de créer une fondation ? Nous pourrions soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. Les yeux de Pierre se sont illuminés. C'est une excellente idée. Nous pourrions nous concentrer sur l'éducation, peut-être. Aider les jeunes qui n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études. C'est ainsi qu'est née la Fondation Leclerc-Dubois. Nous avons consacré une partie importante de nos économies à ce projet, travaillant ensemble pour définir sa mission et ses objectifs. Ce processus nous a non seulement rapprochés, mais nous a aussi donné un nouveau sens à notre réussite financière. Cependant, tout n'était pas rose. La décision de Madame Leclerc de couper les ponts avec nous après notre confrontation avait laissé un vide dans notre vie, en particulier pour Pierre. Bien qu'il ait maintenu sa position sur l'importance de notre indépendance en tant que couple, je savais que l'absence de sa mère le peinait profondément. Un jour, environ 6 mois après notre grande révélation, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. Pierre, ai-je dit un soir alors que nous nous promenions dans le parc près de chez nous, je pense que nous devrions inviter ta mère à dîner. Il s'est arrêté net, me regardant avec étonnement. Tu es sérieuse ? Après tout ce qui s'est passé ? J'ai hoché la tête. Je sais que ça semble fou, mais écoute-moi. Nous avons beaucoup changé ces derniers mois. Nous sommes plus forts en tant que couple, plus sûrs de nous-mêmes et de notre relation. Je pense que nous sommes prêts à faire face à ta mère ensemble, en tant qu'équipe unie. Pierre a réfléchi un moment avant de répondre. Tu as raison. Ça ne sera pas facile, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Merci, Marie. Tu ne cesses jamais de m'impressionner par ta force et ta compassion. Le dîner avec Madame Leclerc a été intéressant, pour dire le moins. Au début, l'atmosphère était tendue, chargée de non-dits et de ressentiments passés. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, quelque chose a commencé à changer. Nous avons parlé ouvertement de nos erreurs passées, de nos regrets, mais aussi de ce que nous avions appris.
Nous avons expliqué à Madame Leclerc comment notre nouvelle approche financière avait renforcé notre relation. Et à ma grande surprise, elle a écouté. Vraiment écouté. À la fin de la soirée, Madame Leclerc nous a regardés, Pierre et moi, avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, du respect. Je dois admettre, a-t-elle dit, que j'avais tort à propos de beaucoup de choses. Je vois maintenant à quel point vous êtes forts ensemble. Je suis désolée pour tout le mal que j'ai causé. Ces mots, que je n'aurais jamais cru entendre de la bouche de Madame Leclerc, ont marqué le début d'une nouvelle ère dans nos relations familiales. Ce n'était pas parfait, bien sûr. Il y avait encore des moments de tension et de désaccord. Mais il y avait aussi un nouveau respect mutuel, une volonté de comprendre et d'accepter nos différences. Au fil du temps, nous avons appris de nombreuses leçons précieuses de cette expérience. La communication ouverte et honnête est essentielle. Garder des secrets, même avec de bonnes intentions, peut créer des barrières invisibles dans une relation. Nous avons appris l'importance de partager ouvertement nos pensées, nos craintes et nos espoirs, en particulier en ce qui concerne les questions financières. L'égalité dans un couple ne signifie pas nécessairement que tout doit être identique. Nous avons réalisé que l'égalité dans notre relation ne dépendait pas de qui gagnait le plus ou qui contribuait le plus financièrement. Il s'agissait plutôt de respect mutuel, de soutien et de prise de décision commune. Les influences extérieures peuvent être puissantes, mais notre engagement l'un envers l'autre doit être plus fort. L'interférence de Madame Leclerc nous a fait réaliser l'importance de présenter un front uni face aux pressions extérieures, même lorsqu'elles viennent de la famille. La flexibilité est cruciale, notre volonté de réévaluer et de modifier notre approche financière lorsque les circonstances ont changé a été essentielle pour renforcer notre relation. L'argent est un outil, pas une fin en soi. La création de notre fondation nous a rappelé que la véritable valeur de l'argent réside dans ce que nous pouvons en faire pour améliorer nos vies et celles des autres. Le pardon et la compréhension peuvent ouvrir de nouvelles portes. Notre décision de tendre la main à Madame Leclerc, malgré le passé, a conduit à une relation familiale plus saine et plus équilibrée. L'amour et le respect mutuel sont les fondements d'un mariage fort. Au-delà de toutes les questions d'argent et de famille, c'est notre amour et notre respect l'un pour l'autre qui nous ont permis de surmonter ces défis et de sortir plus forts de cette épreuve. Alors que nous célébrions notre 7e anniversaire de mariage, Pierre et moi avons pris un moment pour réfléchir à notre parcours. Assis sur la terrasse de notre maison, regardant le soleil se coucher sur le jardin que nous avions soigneusement entretenu ensemble, nous avons réalisé à quel point nous avions grandi, individuellement et en tant que couple. Tu sais, Marie, a dit Pierre en prenant ma main, je ne changerai rien à ce qui s'est passé. Aussi difficile que cela ait été par moments, chaque épreuve nous a rendus plus forts, plus unis. J'ai serré sa main en retour, sentant mon cœur déborder d'amour et de gratitude. Je suis d'accord. Nous avons traversé le feu ensemble, et nous en sommes sortis forgés en un alliage plus solide que jamais. Alors que nous regardions vers l'avenir, nous savions que d'autres défis nous attendaient sûrement. Mais nous étions prêts à les affronter, ensemble, forts de l'amour, de la confiance et de la compréhension mutuelle que nous avions cultivée à travers ces épreuves. Notre histoire n'était pas un conte de fées, mais elle était la nôtre. Une histoire d'amour, de croissance, de défis surmontés et de leçons apprises. Et alors que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et roses, nous savions que le meilleur restait à venir.